Histoire La Bora de Biami. La nouvelle avait été transmise de tribu en tribu, disant que la saison était bonne et qu'il devait y avoir un grand rassemblement des tribus. Et le lieu fixé pour le rassemblement était Gugoriwon. Les vieillards murmuraient que ce serait l'occasion d'une Bora, mais cela, les femmes ne devaient pas le savoir. Le vieux Biami, qui était un grand Wirinain, dit qu'il emmènerait ses 2 fils, Ginda Indarme et Bumaumanoui, au rassemblement des tribus, car le moment était venu où ils devraient devenir des jeunes hommes, afin qu'ils puissent être libres d'épouser des femmes. Mangez de la chair d'émeu et apprenez à être des guerriers. Au fur et à mesure que les tribus arrivaient à Gugoriwon, chacune prenait position à l'un des différents points des crêtes, entourant l'espace dégagé où devaient se trouver les corroborés. Les Oan, les corbeaux, avaient un point. Le Doumeur, les pigeons, un autre. Le Mati, les chiens, un autre. Et ainsi de suite. Biami et sa tribu. Biamul la tribu des cygnes noirs. Obun, le lézard à langue bleue, et bien d'autres chefs et leurs tribus, avaient chacun leur camp sur un point différent. Quand tout le monde fut arrivé, il y avait des centaines et des centaines de personnes rassemblées, et les corroborés nocturnes étaient nombreux et variés, chaque tribu essayant de surpasser l'autre par la fantaisie de ses costumes peints et la nouveauté de ses chants et de ses danses les plus récents. Le jour, il y avait beaucoup de chasse et de festins, la nuit beaucoup de danses et de chants. Des promesses d'amitié échangées, un dillibag contre un boomerang, etc. Des jeunes filles données aux vieux guerriers, des vieilles femmes données aux jeunes hommes, des filles à naître promises aux vieillards, des bébés dans les bras promis aux hommes adultes. Les pactes conclus étaient nombreux et divers, et les Wirinains, ou médecins des tribus, étaient toujours consultés. Après quelques jours, le Wirinain dit aux hommes des tribus qu'ils allaient tenir une Bora. Mais en aucun cas l'intérieur ou les femmes ne doivent le savoir. Jour après jour, ils doivent tous sortir comme pour chasser puis préparer en secret le terrain de la Bora. L'homme sortait chaque jour. Ils ont dégagé un très grand cercle bien dégagé, puis ils ont construit un barrage de terre autour de ce cercle, et ont dégagé un chemin menant aux buissons épais à partir du cercle, et ont construit un barrage de chaque côté de ce chemin. Lorsque tous ces préparatifs furent terminés, ils eurent, comme d'habitude, une corroborée de nuit. Après que cela ait duré un certain temps, l'un des vieux Wirinains s'est éloigné de la foule comme s'il boudait. Il se rendit à son camp, où il fut suivi par un autre Wirinain, et bientôt les 2 vieux camarades commencèrent à se battre. Soudain, alors que l'attention des Noirs était fixée sur ce combat, un étrange bruit sifflant et vrombissant retentit venant de la ronde de broussailles. Les femmes et les enfants se recroquevillèrent, car le bruit soudain et étrange les effraya. Et ils savaient que c'était l'œuvre des esprits qui venaient assister à l'initiation des garçons à la jeunesse. Le bruit sonnait réellement, si l'on n'avait pas la crainte des esprits dans l'esprit, comme si quelqu'un tenait un morceau de bois circulaire au bout d'une corde et le faisait tournoyer en rond. Tandis que le bruit continuait. Les femmes disaient d'un ton émerveillé, Guremi, c'est-à-dire, diable Bora, et serraient plus fort leurs enfants contre elles. Les garçons dirent Gehendi, et leurs yeux s'écarquillèrent de peur. Gehendi signifiait aussi Bora diable, mais les femmes ne doivent même pas utiliser le même mot que les garçons et les hommes pour exprimer l'esprit de Bora, car tout ce qui concerne les mystères de Bora est sacré par les oreilles, les yeux ou la langue des femmes. Le lendemain, les camps furent déplacés. Ils ont été déplacés à l'intérieur du grand ring que les Noirs avaient construit.
Ce déménagement s'est déroulé avec une certaine cérémonie. Dans l'après-midi, avant que le déménagement ait eu lieu, tous les Noirs quittèrent leur camp et s'en allèrent dans la brousse. Puis, vers le coucher du soleil, on les vit tous marcher en file indienne hors des broussailles, le long du sentier qu'ils avaient préalablement tracé de chaque côté. Chaque homme avait un bâton de feu dans une main et un interrupteur vert dans l'autre. Lorsque ces hommes atteignirent le milieu du ring fermé, il était temps pour les jeunes et les femmes de quitter les anciens camps et de s'installer dans le ring de Bora. À l'intérieur de cet anneau, ils campèrent, dînèrent et corroborèrent, comme les soirs précédents, jusqu'à un certain stade. Avant que cette étape n'arrive, Biami, qui était le plus grand des Wirinins présents, avait montré sa puissance d'une manière remarquable. Depuis quelques jours, les Matis se comportaient avec un grand manque de respect envers les sages des tribus. Au lieu de traiter leurs paroles et leurs actes avec la crainte silencieuse à laquelle s'attendent les Wirinins, ils avaient entretenu des bavardages et des rires incessants entre eux, jouant et criant comme si les tribus n'envisageaient pas la solennisation de leurs rites les plus sacrés. Souvent, le Wirinin leur ordonnait sévèrement de se taire. Mais les remontrances étaient inutiles, le Mati bavardait et riait gaiement. Enfin Biami, le plus puissant et le plus célèbre des Wirinins, se leva, se dirigea vers le camp de Mati et leur dit avec férocité, « Moi, Biami, que toutes les tribus honorent, je vous ai 3 fois demandé, Mati, de cesser votre bavardage et rire. Mais vous ne m'avez pas prêté attention. À ma voix s'ajoutaient les voix des Wirinins des autres tribus. Mais vous n'y avez pas prêté attention. Pensez-vous que vous, les Wirinins, ferez de n'importe lequel des membres de votre tribu des jeunes hommes si vous ne prêtez pas attention à leurs paroles? Non. Je le dis. Vous, à partir de ce jour, aucun Mati ne parlera plus comme les hommes parlent. Vous souhaitez faire du bruit, être une tribu bruyante et perturbatrice des hommes, une tribu qui ne peut pas se taire quand des étrangers sont dans le camp, une tribu qui ne comprend pas chose sacrée. Ainsi soit-il. Vous et vos descendants ferez toujours du bruit, mais ce ne sera pas le bruit de la parole, ni le bruit du rire. Ce sera le bruit des aboiements et le bruit des hurlements. Et à partir de ce jour, si jamais un Mati parle, malheur à ceux qui l'entendent, car même s'ils l'entendent, ils seront transformés en pierre. Et alors que les Matis ouvraient la bouche et essayaient de rire et de prononcer des mots moqueurs, ils découvrirent, comme Biami le disait, qu'ils étaient aussi. Ils ne pouvaient qu'aboyer et hurler. Ils avaient perdu les pouvoirs de la parole et du rire. Et alors qu'ils réalisaient leur perte, dans leurs yeux apparut un regard de nostalgie et de supplication muette qui sera vu dans les yeux de leurs descendants pour toujours. Un sentiment d'émerveillement et de crainte s'est emparé des différents camps alors qu'ils regardaient Bian se retourner vers sa tribu. Lorsque Biami fut de nouveau assis dans son camp, il demanda aux femmes pourquoi elles ne broyaient pas du dounbeur. Et les femmes dirent, « Nos journées sont finies, et nous ne savons où. » Vous mentez, dit Biami. Vous les avez prêtés aux doumeurs, qui venaient si souvent pour emprunter, même si je vous avais interdit de prêter. Non, Biami, nous ne les avons pas prêtés. Allez au camp des doumeurs et demandez votre dayourel. Les femmes, craignant le sort du Mati si elles désobéissaient, s'en allèrent, même si elles savaient bien qu'elles n'avaient pas prêté le jour. Au fur et à mesure qu'ils partaient, ils demandaient à chaque camp si la tribu là-bas leur prêterait un dayourel, mais à chaque camp on leur donnait la même réponse, à savoir que les dayols étaient partis et que personne ne savait où. Les doumeurs avaient demandé à les emprunter,
et à chaque fois ils avaient été refusés, et pourtant les pierres avaient disparu. Tandis que les femmes avançaient, elles entendirent un bruit étrange, comme celui d'un cri d'esprit, un son semblable à un « homme », OOM, 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 étouffé. Le cri retentit haut dans les airs à travers la cime des arbres, puis bas sur le sol à travers les herbes, jusqu'à ce qu'il semble que les esprits soient partout. Les femmes serraient plus fort leurs bâtons de feu et disaient « Retournons. Les Wanda sont là. » Et rapidement elles se précipitèrent vers leur camp, entendant toujours dans les airs les « Oum, OOM, OOM » des esprits. Ils dirent à Biami que toutes les tribus avaient perdu leur porte de jour et que les esprits étaient là, et même pendant qu'ils parlaient, le son de « Oum, OOM, OOM, OOM » retentit à l'arrière de leur propre camp. Les femmes s'accroupirent ensemble, mais Biami lança un bâton de feu d'où venait le son, et tandis que la lumière brillait sur l'endroit, il ne vit personne, mais plus étrange que tout, il vit 2 Dayols se déplacer, et pourtant il ne put voir personne les déplacer. Et tandis que les nuages du jour s'éloignaient rapidement, le son de « Oum, OOM, OOM, OOM » montait de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'air semble plein d'esprits invisibles. Alors Biami sut qu'en effet les Wanda étaient dans les parages, et lui aussi saisit son bâton de feu et retourna dans son camp. Au matin, on constata que non seulement tous les Dayols étaient partis, mais que le camp des Doomers était vide et qu'eux aussi étaient partis. Alors que personne ne voulait prêter de Dayol aux Doomers, ils avaient dit « Alors nous ne pouvons broyer aucun Doomer à moins que les Wanda ne nous apportent des pierres. » Et à peine ces mots furent-ils prononcés qu'ils virent un Dayour se diriger vers eux. Au début, ils pensaient que c'était leur propre savoir-faire qui leur permettait seulement d'exprimer le souhait de le réaliser. Mais jour après jour, ils se glissaient dans leur camp et, passant par là, avançaient, et à mesure qu'ils se déplaçaient, le son de « Oum, OOM, OOM, OOM » se faisait entendre partout où ils savaient que c'était le Wanda à l'œuvre. Et il leur fut compris qu'ils devaient aller là où allait le jour, sinon ils provoqueraient la colère des esprits qui les avaient amenés à travers leur camp. Ils rassemblèrent leurs affaires et suivirent la trace des Dayol, qui avaient tracé un chemin de Gugoriwon à Jirawen, vers le bas duquel, en cas de forte crue, se trouve maintenant un cours d'eau. De Jirawen, le jour, les voyageurs se rendaient à Dirangibira, et après eux les Doomers. Dirangibira est entre Brewarina et Wida Murti, et là les Dayol se sont entassés dans une montagne, et là, pour l'avenir, les Noirs devaient aller quand ils voulaient de bons Dayol. Et les Doomers furent transformés en pigeons, avec un cri semblable aux esprits de « Oum, OOM, OOM ». Une autre chose étrange s'est produite dans ce grand Bora. Une tribu, appelée Ubun, campait à une certaine distance des autres tribus. Lorsqu'un étranger se rendait à leur camp, on remarquait que le chef des Ubun sortait et lui lançait une lumière, ce qui le tuait sur le coup. Et personne ne savait ce qu'était cette lumière qui portait la mort dans sa lueur. Enfin, Oan le corbeau dit. Je vais prendre mon plus gros bourrine et aller voir ce que cela signifie. Vous autres, ne me suivez pas de trop près, car même si j'ai prévu comment me sauver de la lueur mortelle, je ne pourrai peut-être pas pouvoir te sauver. Oan entra dans le camp des Ubun et, alors que leur chef se tournait pour lui éclairer, il leva son bourrine et s'en protégea complètement, et cria à haute voix d'une voix grave, « Oa, 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 Oa »,
Kioubun a été si surpris qu'il a laissé tomber sa lumière et a dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez surpris. Je ne savais pas qui vous étiez et j'aurais pu vous blesser, même si je n'en avais pas envie, car les Hoan sont mes amis. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, dit le Hoan. Je dois retourner à mon camp. J'ai oublié quelque chose que je voulais vous montrer. Je serai bientôt de retour. » Et en disant cela, Hoan courut rapidement vers l'endroit où il avait laissé son bundi, puis revint presque avant qu'Ubun ne se rende compte qu'il était parti. Il revint, et se faufilant derrière Ubun, lui porta un coup de son bundi qui vengea amplement les victimes de la lumière mortelle, en étendant au chef des Ubun un cadavre à terre à ses pieds. Puis, criant triomphalement, « Oa! Oa! Oa !» Hoan retourna à son camp et raconta ce qu'il avait fait. Cette nuit-là, quand le corroboré de Bora a commencé, toutes les femmes parents des garçons devant devenir des jeunes hommes, ont corroboré toute la nuit. Vers la fin de la nuit, toutes les jeunes femmes reçurent l'ordre de monter dans des bosses de branches, préalablement confectionnées tout autour du talus entourant le ring. Les vieilles femmes sont restées. On dit aux hommes qui devaient s'occuper des garçons qui devaient devenir des jeunes hommes, d'être maintenant prêts à saisir chacun de ces protégés spéciaux, à l'emmener sur les sentiers battus jusqu'aux broussailles. Quand chacun eut, au signal, pris sa charge sur son épaule, ils se mirent tous à danser autour du ring. Puis on dit aux vieilles femmes de venir dire au revoir aux garçons, après quoi on leur ordonna de rejoindre les jeunes femmes dans les bosses. Environ 5 hommes les regardèrent entrer dans les bosses, puis abattirent les branches qui les recouvraient pour qu'ils ne voient plus rien. Une fois les femmes emprisonnées en toute sécurité sous les branches, les hommes qui transportaient les garçons disparurent rapidement le long du chemin, dans les broussailles. Lorsqu'ils furent hors de vue, les 5 hommes noirs arrivèrent, arrachèrent les branches et relâchèrent les femmes, qui se rendirent maintenant dans leur camp. Mais aussi curieuses qu'étaient ces femmes quant au rite qui accompagnait l'initiation des garçons à la virilité, elles savaient qu'aucune question ne leur permettrait d'obtenir la moindre information. Dans quelques mois, ils verraient peut-être leur garçon revenir sans, peut-être, une dent de devant et avec quelques scarifications supplémentaires sur le corps, mais au-delà de cela, et en sachant qu'ils n'avaient pas été autorisés à regarder le visage de leurs enfants. Femmes depuis leur disparition dans le maquis, ils n'ont jamais été éclairés. Le lendemain, les tribus se préparèrent à se rendre sur le lieu de la petite Bora, qui aurait lieu dans environ 4 jours, à environ 10 ou 12 milles de distance du lieu de la grande Bora. À la place de la petite Bora, un anneau d'herbe est fait au lieu d'un anneau de terre. Les tribus y voyagent tout ensemble, campent et organisent un corroboré. Les jeunes femmes sont envoyées se coucher tôt, et les vieilles femmes restent jusqu'au moment où les garçons leur font leurs adieux à la grande Bora, heure à laquelle les garçons sont amenés dans la petite Bora et autorisés à dire un dernier au revoir à les vieilles femmes. Puis ils sont emmenés par les hommes qui en ont la garde ensemble. Ils restent ensemble pendant une courte période, puis se séparent probablement, chacun avec son garçon allant dans une direction différente. L'homme garde strictement la garde du garçon pendant au moins 6 mois, période pendant laquelle il ne peut même pas regarder sa propre mère. Au bout d'environ 6 mois, il peut revenir dans sa tribu, mais le résultat de son isolement est qu'il est trop sauvage et trop effrayé pour parler même à sa mère, qu'il fuit si elle l'approche, jusqu'à ce que peu à peu l'étrangeté s'estompe. Mais à cette Bora de Biami, les tribus n'étaient pas destinées à rencontrer les garçons à la petite Bora. Juste au moment où ils rassemblaient leurs marchandises pour commencer, Milindolon Neba, la veuve,
entra dans le camp en titubant, en criant. Vous m'avez tous quitté, veuve que j'étais, avec ma grande famille d'enfants, pour voyager seule. Comment les petits pieds ont-ils pu de mes enfants vous tiennent tête? Mon dos peut-il supporter plus d'un golet? Ai-je plus de 2 bras et un dos? Alors comment pourrais-je venir rapidement avec autant d'enfants? Pourtant aucun de vous n'est resté pour m'aider. Et comme vous, je suis allé de chaque point d'eau. Vous avez bu toute l'eau. Quand, fatigué et assoiffé, j'ai atteint un point d'eau et que mes enfants pleuraient pour avoir à boire, qu'est-ce que j'ai trouvé pour leur donner? De la boue. Seulement de la boue. Alors, assoiffés et usés, mes enfants pleurant et leur mère impuissante à les réconforter, nous sommes arrivés au trou suivant. Qu'avons-nous vu? Alors que nous tendions nos yeux pour trouver de l'eau? De la boue. Seulement de la boue. Alors que nous atteignions trou après trou et ne trouvions que de la boue, un par un mes enfants se sont couchés et sont morts. Ils sont morts faute d'une boisson que Milindulunaba, leur mère, ne pouvait pas leur donner. Pendant qu'elle parlait, une femme s'approcha rapidement d'elle avec un verre d'eau. Trop tard, dit-elle. Pourquoi une mère devrait-elle vivre quand ses enfants sont morts? Et elle s'allongea en gémissant. Mais comme elle sentait l'eau rafraîchir ses lèvres desséchées et adoucir sa langue enflée, elle fit un dernier effort, se leva et, agitant les mains autour des camps des tribus, cria à haute voix. Vous étiez si pressés d'arriver ici. Point. Vous resterez ici. Bougulguia. Bougulguia. Transformez-vous en arbre. Transformez-vous en arbre. Puis elle est tombée, morte. Et tandis qu'elle tombait, les tribus qui se tenaient au bord de l'anneau, se préparant à rassembler leurs biens et à partir, et que sa main désignait en s'agitant, se transformèrent en arbres. Ils sont là maintenant. Les tribus à l'arrière-plan ont été changées chacune selon le nom sous lequel elles étaient connues, en cet oiseau ou cette bête du même nom. Le mati qui aboie en chien, les biamules en cygne noir, les ouanes en corbeau, et ainsi de suite. Et là, à l'endroit de la grande Bora, on peut voir les arbres se dressant hauts et décharnés, tristes dans leur teinte sombre, agitant avec un triste gémissement leurs branches vers le lac qui recouvre maintenant l'endroit où se tenait la Bora. Et ils portent le nom de Gugoriwon, le lieu des arbres, et à ses bords on peut encore voir les restes de l'anneau de terre Bora. Et il est connu comme un grand lieu de rencontre pour les oiseaux qui portent les noms des tribus d'autrefois. Les biamus naviguent fièrement, les pélicans, leurs rivaux aquatiques en termes de taille et de beauté, les canards et bien d'autres trop nombreux pour être mentionnés. Les oubouns, ou lézards à langue bleue, glissent dans l'herbe. De temps en temps, on entend le « oum », oom, oom, du demeurage, et parfois un cri de l'oiseau Milindulunaba de « Gugulguia », Gugulguia. Et en réponse viennent les lamentations des arbres bala à l'aspect sombre, puis un bruissement à travers les branches des bibis, jusqu'à ce qu'enfin chaque arbre fasse entendre sa voix et rende triste le bord du lac avec des échos du passé. Mais les hommes et les garçons qui se trouvaient à la place de la petite Bora ont échappé à la métamorphose. Ils attendirent longtemps l'arrivée des tribus qui ne arrivèrent jamais. Finalement, Biami dit, « Il est certain que de puissants ennemis ont tué nos amis, et aucun n'échappe pour nous informer de leur sort. Même maintenant, ces ennemis sont peut-être sur notre piste. Allons dans un pays lointain. » Et rapidement ils se rendirent à Nundu. Se précipitant avec eux, un chien de Biami, qui aurait préféré rester au bord de la route plutôt que de voyager si vite, mais Biami ne voulait pas la quitter et la précipiter. Lorsqu'ils atteignirent les sources de Nundu,
La chienne se faufila dans un épais buisson, et là naquit sa portée de chiots. Mais des chiots que l'homme n'a sûrement jamais regardés auparavant. Les corps des chiens et les têtes des cochons, et la férocité et la force des démons. Et finit la vie d'un homme qui rencontre dans un gouffre de Nundu un Irmunan, car cela le tuera sûrement. Biami n'a même jamais osé s'approcher de la race de son vieux chien. Et Biami, le puissant Wirinin, vit pour toujours. Mais personne ne doit regarder son visage, de peur de mourir. Ainsi seul dans un épais maquis, sur l'une des crêtes de Nundu, vit ce vieil homme, Biami, le plus puissant de Wirinin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.